Bonjour à tous et bienvenue dans l'Upside Down. Ici Ghostly Whisper ASMR. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. C'est pas une ouverture Pokémon comme vous le voyez. J'ai envie de discuter avec vous d'une autre passion que je pense on a en commun. Pour la plupart, beaucoup apprécient la série. Et c'est évidemment Stranger Things. Stranger Things. Je suis tellement excitée par la nouvelle saison qui va arriver bientôt. Je me suis dit que ça serait l'occasion de déjà vous présenter ma collection. Comme vous allez le voir, je suis très fan du show. C'est une série qui est très importante pour moi, qui m'a beaucoup aidée dans plusieurs moments de ma vie, qui m'a aussi beaucoup divertie. Et je sais que c'est un peu bizarre, mais elle me réconforte beaucoup cette série. J'aime beaucoup l'univers, les personnages, et même si c'est une série qui est horrifique ou en tout cas de science-fiction, je trouve que il y a beaucoup de réconfort dedans. Donc je suis à la fois très contente d'avoir une nouvelle saison et un peu triste, car ça veut dire que c'est la fin de cette série. Donc on verra ce que ça donne. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle saison qui sort dans 3 jours à l'heure où je filme. Je compte les heures. Et du coup cette vidéo, on va papoter un peu de ce que j'aime dans Stranger Things, de mes attentes aussi pour la saison 5. Et ouais, de voir un peu les personnages que j'aimerais voir plus, quelle histoire m'intéresse le plus, et j'ai envie aussi de voir un peu vous, ce que vous attendez de cette saison-là. Ça fait 3 ans qu'on l'attend, donc je suis curieuse d'avoir vos avis. Pour vous, qu'est-ce qui serait une bonne fin à cette série qui a duré presque 10 ans, qui nous a beaucoup accompagnés? Je pense qu'on a beaucoup à avoir grandi avec. Donc c'est quand même une série assez culte qui nous en a fait voir de toutes les couleurs, surtout du rouge et du noir. Donc voilà, et vous verrez, j'ai beaucoup de merch, d'items dérivés de la série. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc pour vous parler un peu de ma relation à Stranger Things, je l'ai découvert peut-être 1 ou 2 ans après sa sortie. Pas tout de suite quand elle est sortie. Mais alors moi je suis très fan de science-fiction, de films d'horreur des années 80, donc forcément ça me parlait beaucoup. Mais je pensais pas que ça allait me plaire autant. Notamment grâce à ces personnages que je trouve très bien écrits, avec un super développement de personnage et très bien interprété. Et tout le reste évidemment, la musique, la mise en scène, l'écriture. Alors tout n'est pas parfait évidemment, c'est normal, il y a des hauts et des bas, il y a des épisodes plus ou moins bien réussis, et c'est très subjectif évidemment. Tout ce que je vais dire n'engage que moi. Je veux pas
cette saison 1 avec ses petits egos, donc les coffres qu'elle mange. Elle est trop mignonne. Alors la pauvre, du coup, les scènes du nez, elle avait encore ce crâne rasé du coup dans la saison 1. Là c'est vraiment son look emblématique. Donc je collectionne quelques pop, vous allez voir, surtout de certains personnages en particulier. On y viendra. Je pense que ça va être un peu le centre de ma vidéo parce que c'est aussi une des raisons majeures de pourquoi j'aime cette série. Mais voilà, Eleven, forcément c'est aussi un de mes personnages préférés. Je trouve que Millie Bobby Brown a fait un super travail tout au long de la série. Son jeu d'actrice a évolué en même temps qu'elle. Je trouve qu'elle a su grandir en maturité. Et voilà, je trouve qu'elle a apporté ce qu'il fallait à chaque saison et à son personnage, qui est d'ailleurs assez bien écrit. Donc ouais, là j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, on a aussi un autre personnage que j'adore, le petit Dustin, qui est trop mignon. Alors là, je sais plus quelle saison c'est. Let me check. Je crois qu'il revient de son camp de vacances, donc je pense que c'est la saison 3 du coup. Et il est trop mignon. Il vient forcément avec le Steve qui lui est de la saison 2 avec sa patte ici. Donc c'est plutôt cool, ils sont trop mignons. Ça fait partie des duos que je préfère dans la série. Je trouve que c'est un duo qui change. On a moins l'habitude de voir un jeune adulte et un enfant évoluer ensemble, devenir comme des frères, voire une figure presque parentale pour Steve vis-à-vis de Dustin. Et en même temps, Dustin l'aide beaucoup aussi à évoluer et à prendre en maturité, notamment vis-à-vis des filles et des relations amoureuses. Ça, c'est un truc que j'aime bien dans la saison 3, c'est Dustin est plus mature que Steve d'un point de vue amoureux, ce qui est très rigolo. Et j'aime bien l'entraide qu'ils ont. Ils sont extrêmement drôles, les deux acteurs sont géniaux, ils ont une super alchimie. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris ces petites pop, parce que voilà, ça fait partie de mes persos préférés. Évidemment, Steve, pour tout le monde, est d'accord avec ça, je pense. C'est un des meilleurs personnages dans le sens où il a extrêmement bien évolué dans la saison 1. Alors, il est pas détestable, contrairement à ce que certains disent, je trouve. Quand on revoit la saison 1, par exemple, comparé à un Billy, clairement, c'est pas le même niveau de détestation. Saison 1, c'est juste que Steve, il est un peu immature, très autocentré. C'est un peu le popular guy, donc c'est un peu le beau gosse du lycée et tout. Mais il est pas foncièrement méchant. C'est juste que voilà, il est plus superficiel et tout. Et au fur et à mesure des saisons, il prend en relief. Ce que j'apprécie beaucoup, il devient un peu le babysitter du groupe forcément. Il s'occupe des enfants de manière incroyable, il est très courageux, etc. Donc son évolution est chouette, très intéressant. C'est agréable de voir des personnages qui évoluent aussi bien. C'est pas le cas de tout le monde dans la série, mais globalement, presque tous évoluent de manière intéressante, je trouve. Donc voilà. Avant de parler d'autres personnages, on va faire un petit break et je vais vous montrer un peu ce que j'ai en termes de merch, surtout premièrement en termes de tout ce qui est jeux. Donc j'ai plusieurs jeux de société Stranger Things. J'ai plusieurs jeux Stranger Things. J'en ai 2 de société, ouais. Celui-là c'est Attack of the Mind Flayer, donc qui est tiré de la saison 3, qui est plutôt sympa. J'ai joué un petit peu avec des amis, c'est un jeu assez court. C'est pas mon préféré pour être honnête, mais il est cool. Si vous êtes fan de la série, c'est sympa. Évidemment, c'est des jeux à jouer avec des fans aussi, hein, parce que sinon je pense que les autres, ça va pas les intéresser plus que ça. Voilà, on a un peu tout ce qu'il y a dedans. Je vais pas vous faire toutes les règles, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a les jetons personnages avec le beau gosse Steve, Mike qui est pas mon préféré perso, hein, c'est clairement pas mon préféré, Nancy que j'aimais bien mais qui a un développement un peu frustrant, je trouve, parce qu'elle se résume surtout à ses love interests, donc à ses relations amoureuses ces dernières saisons, ce que je trouve un peu dommage. Alors elle est badass, mais je trouve qu'elle mériterait plus de relief.
Max, je l'aime bien. Il n'a pas beaucoup de scènes seules par exemple, ou de scènes très émouvantes, sauf la saison 4 forcément. On pense tous à cette scène dans le grenier qui est extrêmement triste. Donc c'est cool que dans la saison 4 il y avait plus de place, j'étais contente. Voilà, on en a d'autres ici. Donc Max, je sais que c'est le personnage préféré de plein de gens. Moi je l'aime bien. C'est pas mon perso préf parce que je trouve qu'elle est un peu trop cliché. Surtout les premières saisons, et genre dans la saison 3, je crois que même dans la saison 2, c'est vraiment juste la meuf un peu franche, zoomeuse et tout. Mais je suis pas fan. Je trouve qu'elle manque un peu de contradiction interne, voilà. Et au fur et à mesure, elle devient plus intéressante forcément quand elle perd Billy. La saison 4 est très orientée autour de Max. Et là, je trouve qu'elle gagne en intensité et en émotion. L'actrice est super. Je trouve que dès le début, elle jouait super bien. Mais voilà, je trouve que son personnage est mieux écrit. Alors, j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire à la saison 5. Je suis pas sûre qu'on la voit beaucoup. Vu dans quel état elle est à la fin de la saison 4, j'espère qu'elle va aller mieux. On va voir ce qu'ils vont faire de Max, la pauvre. Hop, ou forcément un des personnages principaux. Alors, je dis personnages principaux évidemment, tous les personnages ont une place importante. Pour moi, il y a des personnages principaux parce que c'est les plus intéressants, je trouve, et les plus émouvants. Et je trouve qu'ils prennent le lead, donc ils mènent tout le groupe et tout. Mais ce qui est chouette dans cette série, c'est que chacun peut avoir ses personnages préférés. Chaque personnage est intéressant quand même, donc c'est cool. Et Eleven, forcément, elle est incroyable. Voilà, dans l'Upside Down et Hawkins. Jonathan, du coup, un des fils Byers, le frère de Will, qui est pas le personnage le plus exploité de la série, surtout la saison 4. J'ai pas du tout aimé ce qu'ils en ont fait. Mais moi j'aime bien quand même, parce que j'adore les Byers. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils en font. Je pense que vis-à-vis de Will, il peut être super intéressant. Le triangle amoureux Nancy, Steve et Jonathan me gave un peu, il me saoule. Pour être honnête, je comprends pas pourquoi ils ont fait partir ça. Voilà, je trouvais que Nancy et Jonathan ensemble c'était suffisant. Voilà, j'ai hâte que lui ait plus de choses à faire, peut-être dans le feu de l'action, je sais pas, à voir. Alors Billy, à la base c'était un gros cliché et il nous a tous surpris, hein, forcément. On l'aime bien et on adore le détester. À la base c'est quand même un gros raciste, donc j'avoue que j'ai jamais aimé Billy. Ceci dit, il arrive à se développer de manière un peu plus positive grâce à son arc de rédemption. Ça excuse pas, je trouve, qu'il était horrible avant, mais voilà, c'est très triste la manière qu'il décède et dont il s'est sacrifie. Mais voilà, c'est pas mon personnage le plus intéressant et c'est bien d'avoir des méchants, mais voilà, je préfère les personnages plus nuancés, on va dire. Et enfin, notre chouchou, le petit Dusty Ben, Dusty. Trop bien, il est drôle, il est intelligent, il est rigolo, il est mignon, enfin il est trop chouette. On adore Dustin, le goth. Voilà, donc c'est un jeu de cartes hein, avec des actions à faire et tout. Alors c'est pas des cartes Pokémon, mais c'est un des cartes quand même. Coup de pouce, la gaufre, flagelleur, mental, coup dur avec le vélo. Cabane de Roper. Oh, ça on va en parler après. Château Byers. Scoop Ahoy. Donc là on a un peu tous les lieux. Poste de police Dawkins. Palace Arcade. Collège Hawkins. Piscine communautaire. Le centre commercial dans la saison 3. À la maison des Byers. C'est vraiment le lieu emblématique hein, de la saison 1 que j'adore. C'est un décor que j'aime beaucoup. Globalement, le travail sur les décors, les props, est assez incroyable. Hein. Ils ont chiné la plupart des choses en seconde main, donc en brocante, etc. Du coup, c'est vraiment authentique. C'est pour ça aussi qu'on retrouve tellement la patine des années 80. C'est que la plupart des objets viennent des années 80. Pareil pour les costumes. Les costumiers ont fait un travail de dingue, je trouve. C'est vraiment très
la saison 2, je trouve ça intéressant que ça soit donc forcément les démodocs, mais aussi tout le labo en lui-même qui devient un lieu d'horreur aussi, et avec des morts emblématiques dans le labo notamment, parce qu'on se rend compte que au fur et à mesure des séries, c'est pas que les monstres qui sont horribles, c'est aussi les humains, notamment le docteur, que papa, Dr. Brenner, qui a exploité des enfants, les a enfermés, clairement a fait subir des abus psychologiques et physiques horribles, notamment à Eleven. On se rend compte que peut-être que les monstres ne sont pas que dans l'Upside Down. Et ça, c'est une idée, je trouve, qui est bien développée dans toute la série, notamment la saison 2. Donc voilà, c'est beaucoup d'antagonistes que j'apprécie. Notamment aussi du coup Piggy dans le vrai monde, dans la saison 2. La saison 3, j'aime bien le Mind Flayer, qui était déjà un peu présent dans la saison 2, mais je le préférais du coup dans la saison 2 parce qu'il est plus mystérieux. C'est une sorte d'ombre qui plane, qui possède Will. Dans la saison 2, il y a un côté exorciste que j'adore, que je trouve extrêmement bien réussi. Il s'infiltre dans la famille, dans Will, etc. Et d'ailleurs, je l'ai ici. Voilà le Mindfire, ça c'est le dessin que fait Will. Et grâce à ce dessin, Joyce se rend compte qu'il y a un problème et que peut-être que les cauchemars de Will en réalité sont réels et se concrétisent. Et que c'est pas que dans sa tête. Elle est trop forte, je l'adore. Bref, on va y revenir après. Mais voilà, ça c'est le dessin qu'il fait. Et j'aime beaucoup ce monstre de la saison 2. C'est aussi l'antagoniste de la saison 3. Il fait peur, il est chouette. Alors ceci dit, je trouve qu'on le voit énormément visuellement. Donc ça atténue un peu son impact. J'aime bien le côté qu'il soit fait de chair, etc. Ça rend le truc un peu gore. Enfin, moi, je regarde beaucoup de films d'horreur et de gore, donc je trouve que c'est pas non plus le truc le plus gore du monde. Mais voilà, il y a un côté très organique, un peu body horror qui est intéressant. Mais je trouve que par exemple dans le final, ça enlève un peu le mystère et la prestance du méchant, parce que il se fait tuer par des feux d'artifice et par un gars, voilà, enfin, c'est plus compliqué que ça, mais vous comprenez l'idée. Forcément, dans la saison 3, ce qui est chouette, ce qui est intéressant, c'est de voir la connexion. C'est ça, moi, que je préfère dans ces antagonistes de la saison 3. C'est de voir comment les démochiens sont connectés au Mind Flyer et peut-être à quelque chose de supérieur qu'on comprend pas encore. Et le fait, par exemple, de fermer la porte, comme dans la saison 2 d'ailleurs, dans ce que va faire Whooper dans la saison 3, ça détruit le monstre finalement. Donc ça c'est une chouette idée. Mais voilà, la saison 3 je l'aime beaucoup pour certaines raisons, mais c'est la saison que j'aime le moins quand même, avec la saison 4. Et finalement la saison 4, un des points forts, c'est Vecna. Alors lui on le voit beaucoup, mais comme l'acteur a énormément de prestance et que ça reste... Alors c'est pas des CGI, du coup c'est un vrai acteur, je trouve qu'il a cette prestance pour justifier le fait qu'il soit beaucoup à l'écran. Notamment par la voix, la gestuelle, le maquillage qui est incroyable. La plupart des effets sont réels, c'est du vrai maquillage. Donc c'est assez incroyable. C'est Jamie Boer, je crois qu'il s'appelle l'acteur. Et il est chouette, il fait un super travail en tant que Vecna. Et on apprend enfin un peu l'histoire de Vecna, qu'on apprend encore plus à ce propos dans la pièce de théâtre d'ailleurs, que j'ai vue aussi, je vous en parlerai. Donc c'est assez intéressant. Moi j'aime bien tout le lore qu'il y a derrière, comprendre d'où vient, du coup c'est le numéro 1, si je me trompe pas, Vecna. Donc toute l'histoire des Krill, de la famille Krill. On commence à voir un peu ce qui s'est passé dans la saison 4, dans les années 60, pourquoi Vecna est comme il est, pourquoi il agit comme il agit, comment il est connecté à Eleven. C'est pas encore ultra clair, on n'a pas encore toutes les réponses, mais on voit que les méchants se développent, les antagonistes deviennent plus élaborés en quelque sorte, c'est pas que des monstres. Donc ça c'est chouette, j'aime bien ça dans la saison 4. Une autre partie des méchants dans la saison 4, encore une fois, c'est les humains. Les antagonistes étant notamment les Russes, ce qui est très cliché pour les années 80. C'est aussi un hommage à tous ces films des années 80, forcément. Et notamment toute la torture que subit Roper
à jouer, il est sympa. Ça reste un Monopoly, hein, donc on connaît les règles. Moi j'aime bien y jouer avec mes amis. Évidemment, il faut que ce soit des gens qui aiment la série, hein, parce que sinon on comprend pas les références. Celui-là, il se focus sur la saison 4. J'aurais adoré avoir celui qui se focus, je crois, sur la saison 1 et 2. Mais maintenant, il est hyper cher. Donc voilà, j'ai pu me procurer celui-là, qui est déjà très très cool. L'illustration est magnifique d'ailleurs. Et c'est assez chouette d'avoir tous les petits détails, les références et tout. Alors je vais pas l'ouvrir, sinon ça va être trop gros. Mais voilà, c'est les règles d'habitude, acheter, vendre, négocier, gagner. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on peut acheter les lieux de Hawkins. Les pions sont en référence à Stranger Things, les cartes aussi. On retrouve plein de petites private jokes et easter eggs de la série. Il y a un peu d'humour, il y a quelques règles qui sont différentes, donc franchement, c'est plutôt sympa. Moi qui suis très fan, ça change un peu et j'aime bien. C'est très très cool à jouer. Alors forcément c'est un peu long à jouer aussi. Mais je suis vraiment contente de l'avoir, c'est un bel objet. Hein. Il est énorme. C'est la taille de ma main ça. Monopoly. Stranger Things, Stranger Things, Stranger Things. Alors ensuite, je peux faire une petite parenthèse sur les livres, etc. que j'ai. Ça, on y viendra après. Ça va faire un peu le pont. Alors j'ai des petits magazines comme ça sur la série. Voilà. Il n'y a rien de révolutionnaire. Cette queen là, je l'aime. Mais voilà, on a un peu une explication des personnages. De Millie Bobby Brown, je crois que c'est en interview. Voilà. Ça c'était à l'occasion de la saison 4. Voilà. Bon, c'est un magazine de ciné assez classique. C'est Ciné Saga, le magazine des légendes du grand écran. Stranger Things, ils reviennent dans un monde plus étrange que jamais. J'arrive pas à croire qu'on arrive à la saison 5 d'ailleurs. Je suis tellement contente. Je suis trop heureuse. J'ai tellement hâte.
Et dans le livre, il y avait donc la carte aussi des Hawkins. Voilà. Donc c'est la carte de la ville. Donc il y a le centre. Là je crois qu'il y a le labo, j'imagine. Je crois que c'est le labo. Là il y a le lac des amants, donc Clover's Lake. Et voilà, c'est plutôt une petite ville, mais il s'est passé des dingueries, hein, forcément. C'est une petite bourgade très mouvementée, on va dire. Donc c'est notamment cette carte qui est utilisée dans la saison 3. Et je crois que les croix, il me semble que c'est les croix pour les usines, enfin les, comment on dit, power plants, les sources d'énergie qu'utilisent les Russes pour construire le portail. Et c'est Joyce et Hopper, je crois, qui utilisent cette carte et qui peuvent du coup mettre les croix là où ils visitent lorsqu'ils mènent leur enquête. Et ça me fait une bonne transition du coup sur ceux qui sont pour moi les meilleurs personnages de la série. Encore une fois, c'est très subjectif. Alors, je pense que globalement tout le monde les aime bien. Il n'y a pas trop de questions. Je pense pas qu'il y ait des haters de ces deux-là. Mais alors, pour moi, c'est vraiment un couple qui est extrêmement important dans l'histoire de la série télévisée. C'est forcément Joyce et Hopper. Donc, Jim Hopper et Joyce Byers. Bon, déjà, il faut savoir que je suis extrêmement fan de Winona Ryder. Je l'étais avant Stranger Things, mais je l'ai été encore plus après, enfin durant la série. Je trouve que c'est deux personnages qui sont extrêmement bien écrits, interprétés, qui ont une alchimie de dingue à l'écran, vraiment, et hors écran aussi d'ailleurs, les acteurs s'apprécient beaucoup. Je vous conseille d'aller voir toutes les interviews qu'ils ont fait
saison 5 du coup. Évidemment, je suis ravie qu'ils soient enfin officiellement en couple. Ça a mis 4 saisons à ce qu'ils s'embrassent et ce qui va finalement qu'ils soient sur la même page. Mais plus que 4 saisons, littéralement, si on suit leur timeline, ça a mis à peu près 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils sont en crush l'un sur l'autre. Mais qu'à chaque fois, ça s'est jamais fait. Ça a mis du temps, c'est enfin arrivé, youpi, hurrah. Et moi, une des choses, du coup, si on parle de la saison 5, dont j'ai le plus hâte, c'est de voir les dynamiques du coup des nouveaux personnages maintenant qu'ils ont des nouvelles structures et de nouveaux types de relations. Parce que forcément, donc Hopper, ce qui est passionnant aussi, c'est sa relation avec Eleven, qu'il a adoptée comme sa fille. Sachant que Joyce, au décès, attention spoil, mais bon, c'est bon, on le sait, quand il était présumé dead, putain le franglais c'est terrible, quand il était présumé mort, c'est Joyce qui l'a adopté, donc en fait ça veut dire que maintenant ils ont une fille ensemble, ce qui est trop cool en même temps, mais forcément ça pose plein de questions. Et aussi vis-à-vis de Will et Jonathan, donc c'est une famille recomposée qui
Et voilà, bah, elle a l'air terrifiée hein, là-bas. Mais ouais, enfin franchement Winona Ryder, quel jeu d'actrice incroyable, notamment dans la saison 1. Elle est bien tout le temps, mais dans la saison 1 forcément ça ressort plus parce que c'est un rôle qui est très dramatique, où elle pleure beaucoup, elle crie beaucoup. Et si on a une actrice qui joue pas bien ça, parce que ça peut très vite être compliqué à jouer, la série peut vite partir en vrille. Mais je pense qu'en fait cette saison est aussi très réussie grâce à elle. D'ailleurs c'est la première à être castée par les Duffer. Hein. Ils voulaient absolument Winona Ryder, ce qui est compréhensible aussi parce que c'est une icône des années 80. Voilà. Ensuite, ça je crois, ouais, ça c'est Joyce saison 2, qui est toujours assez courageuse dans la saison 2. Pareil, elle enquête, elle essaie de sauver son fils et elle date Bob Newby. En soi, Bob Newby, moi je l'adore, hein. Il est très très mignon et il est très attachant, il est profondément gentil. Moi c'était un personnage que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup son interprète, Sean Astin, qui est incroyable acteur aussi. Et j'étais contente que Joyce soit heureuse avec lui. Ceci dit, forcément, comme j'adore Jim Hopper et Joyce Byers ensemble, j'étais à Pompey, vraiment très triste pour Bob Newby. Horrible la manière dont il est mort. En vrai, j'étais assez contente que c'est horrible qu'elle puisse finir avec Hopper. Pour moi, c'est le endgame. Mais j'aurais préféré que Bob n'ait pas à mourir pour ça. Mais bon, voilà. Rest in peace, Bob Newby, superhero. Il était chouette quand même. Et enfin, j'ai les deux du coup de la saison 3. Donc Joyce avec ses aimants, Magnets, où elle essaie toute la saison de trouver pourquoi ces magnettes tombent. Et en vrai, elle a raison, parce qu'il y a une explication dramatique derrière. Et Jim Hopper, qui est dans sa tenue de date, voilà, où il s'est fait poser un lapin par Joyce, je trouve pour des excellentes raisons. Elle essaie de sauver le monde. Lui, il a pas très bien pris. Bon, voilà. C'était un peu compliqué cette saison 3. Mais c'est tout le truc, genre de enemy to lovers. Enfin, voilà, il y a des tropes qui sont assez connus. Je trouve que sur ce couple-là, ça passe bien. Parce que c'est bien fait, c'est drôle, etc. Donc ça va. Mais voilà, il a sa petite chemise hawaïenne, assez drôle. Et encore une fois, elle avait raison, toujours croire Joyce Byers. Voilà, donc ça c'est pour ma collection pop. Et ensuite, en termes de merch, j'ai quelques genre fringues, donc surtout des t-shirts. Je vais pas vous les montrer en entier, je vais vous montrer un peu les logos et tout. Alors lui, c'est un petit t-shirt de Dustin. On va peut-être rien voir. Oh, il est terrifiant comme ça. Donc c'est, attendez. Hop là, voilà, le Dustin. On voit que dalle. Voilà, j'ai le petit t-shirt de Dustin avec ses dents là quand il fait comme voilà. Et il dit She will not be able to resist these pearls. Donc quand il parle de ses dents. Donc c'est un t-shirt, hein, tout ce qui est le plus basique. Et c'est l'occasion peut-être de parler aussi de ce que j'attends de la saison 5. Parce que forcément il y a beaucoup de choses à régler. Par exemple pour Dustin, j'espère que par exemple son deuil de Eddie va être exploité et qu'on va aussi le voir un peu plus avec Steve, vu que c'est un duo que j'adore. On verra comment il se développe. J'espère que ni Steve ni Dustin décèdent. Je trouve qu'il y a potentiellement un risque qu'un des deux meure. S'il faut choisir des gens qui meurent, d'un point de vue scénaristique, j'entends, ça ferait peut-être sens. Malheureusement, beaucoup de personnages vont être en danger, je pense. Les seuls que je trouve sans safe, je dirais que c'est Hooper, parce qu'il est déjà mort théoriquement, donc ils vont pas le faire une deuxième fois, ce sera un peu inintéressant. Et peut-être Erika, je pense pas qu'elle meurt parce qu'elle est jeune et tout, pas sûr qu'ils soient capables de la tuer quand même. Mais sinon, je dirais qu'ils sont à peu près tous en danger. J'espère que rien de grave n'arrive à Joyce, parce que sinon je vais être en deuil, mais réel, hein. Genre je vais être pas bien, je vais pleurer tout mon être. Pareil pour Dustin, genre imaginez il tue Joyce et Dustin, genre moi vraiment je fais un procès contre Netflix si ça arrive, je serai en PLS. Voilà, emotional damage. On croise les doigts que tout va bien. Ils peuvent peut-être être potentiellement blessés et tout,
si je suis pas fan de ouf de Jonathan ou de Will, ça serait horrible pour la famille, notamment Eleven et Joyce, de les perdre. Enfin, ce serait atroce quoi. Ensuite, concernant les Wheeler, donc Nancy et Mike, il y a des risques aussi. On a vu dans les trailers que leur famille est attaquée, donc surtout leur mère et leur petite sœur. Donc je me dis, ça veut dire qu'ils vont être plus impliqués potentiellement dans l'action. Donc peut-être qu'ils vont être plus en danger aussi. Donc voilà, Nancy, Jonathan aussi à risque forcément via Nancy. C'est dur de deviner, hein. Alors je pense que Vecna sera potentiellement battue. Mais à quel prix, je ne sais pas. Est-ce que Hawkins va être totalement détruite? Ça pareil, on ne peut pas savoir jusqu'où la dégradation de l'environnement va aller, de la ville, etc. Sachant que je pense qu'un gros problème aussi ça va être les militaires. Parce que toute l'histoire avec Brenner, donc papa, etc. Le fait que Eleven et Jim soient potentiellement rechargés par les militaires. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont devoir se cacher? Est-ce que les militaires vont les rechercher? Voilà. Quel rôle va avoir Eleven et quel rôle va avoir Will? Je pense que Will va avoir un problème de connexion avec Vecna. Il est toujours très relié à Vecna. Donc voilà, il y a moyen que ce soit un problème qui soit à nouveau par exemple possédé. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans la bande d'annonce. Donc je pense que ça va être un enjeu, forcément. L'emprise qu'a Vecna sur Will est toujours là. Quel rôle aura Eleven là-dedans? Comment elle peut vaincre Vecna? Je ne sais pas. Elle est puissante, mais à quel point? Voilà, j'ai hâte de voir comment ils peuvent venir à bout, finalement, de cette menace qui leur gâche la vie depuis 10 ans et qui menace le monde. Hein. On va pas se mentir, c'est l'apocalypse. Et dans ce cadre d'apocalypse, comment les relations amoureuses, amicales vont évoluer? Moi, c'est ce que je préférerais voir. C'est ça qui m'intéresse. C'est les relations humaines dans le cadre d'un chaos. En général, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est pour ça que je préfère Chopper, parce que je trouve que c'est plus développé dans la série. Donc voilà, c'est un peu mes attentes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de longueur. Et surtout, un truc que j'ai pas aimé moi dans la saison 4, c'est qu'ils soient tous dispersés, qu'il y ait genre 14 000 groupes qui mènent des quêtes différentes. Un petit peu ça va, mais là c'était toute la saison. Donc il y en avait un en Californie, un groupe à Hawkins, un groupe en Russie, un groupe je sais plus où. Enfin voilà, il y a trop de trucs. Ce qui est un peu embêtant à suivre. Ce qui est bien, je trouve, c'est les dynamiques entre les personnages, les relations entre eux, les interactions, quand ils font des plans ensemble pour vaincre le mal, etc. Donc là j'espère, normalement, a priori ils sont tous à Hawkins théoriquement, donc qu'ils soient enfin réunis tous ensemble et qu'on se disperse pas avec 14 000 storylines, histoires annexes, quêtes annexes et tout, qu'on se ressente vraiment sur les personnages, pour tous qu'ils aient un développement et comment dire, une sorte de finale respectif, que tous leurs personnages arrivent à un bout du chemin satisfaisant pour chacun. Alors ça peut être par plein de choses, hein, pas forcément positif, ça peut être négatif aussi, mais voilà, que les histoires de chacun soient conclues de manière satisfaisante, pour moi c'est le principal. Et forcément ensuite, tout ce qui est grand spectacle, j'aimerais bien un peu le retour de l'horreur aussi, qu'on a un peu perdu je trouve au fur et à mesure, en tout cas du suspense et de la tension, voilà. Et surtout voilà, j'ai hâte d'avoir les explications sur pourquoi l'Upside Down. Qu'est-ce que veut exactement Vecna? Est-ce que un truc que là où je suis curieuse, d'ailleurs je peux vous montrer. Hop, j'ai le t-shirt. Voilà, j'ai le t-shirt de la pièce de théâtre de First Shadow, la première ombre, qui fait référence du coup au début de Vecna finalement. C'est un peu l'origine story de Vecna. Donc en fait, j'espère pas vous spoiler, normalement vous le savez, mais en fait on apprend que du coup Victor Krill, donc Vecna,
se reconnecter pour les personnages, comment ils vont interagir, comment les événements de la pièce de théâtre vont être intégrés. J'étais un peu triste de voir qu'ils l'ont pas sorti en ligne sur la plateforme, parce que forcément on n'est que quelques-uns dans le monde à avoir pu la voir en vrai. C'est une pièce de théâtre qui était à Londres et je crois à Broadway après aux États-Unis. Mais il y a quand même des éléments très importants dans cette pièce concernant le futur de la série. Donc j'ai pas trop compris comment ils vont faire interagir les deux. Donc voilà, c'est un peu mes attentes. Du coup, je suis très curieuse de découvrir la saison 5 dans quelques jours. J'ai trop hâte. Et j'ai hâte aussi que vous me disiez, vous, quel est votre rapport à la série, quels sont vos personnages préférés. On peut en débattre. Voilà. On peut en discuter. Hein. Moi, globalement, je les aime tous. Il n'y en a pas un que j'aime pas, sauf peut-être Mike qui m'intéresse pas trop. Voilà, je le trouve un peu plat. Mais à part ça, je les aime tous. Hein. Je leur souhaite que du bonheur à tous. Pas sauf les antagonistes, forcément. Mais voilà. Et j'espère que ma By Hope Family là, ils sont protégés. S'il vous plaît, ne tuez pas Joyce. Sinon, je vais devoir faire 50 thérapies. Voilà. Et petite Austin aussi, ce serait terrible. Voilà. À voir. On en saura plus forcément ces prochains jours et ce prochain mois, parce que le final sera vraiment, l'épisode final sera en janvier, donc on a encore le temps. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de savoir, vous, quel est votre attachement à la série, quelle est par exemple votre saison préférée, votre personnage préféré, votre épisode préféré. J'espère que cette petite vidéo qui change un peu de mon contenu d'habitude vous a plu. J'espère que cette vidéo qui change un peu du contenu que je fais d'habitude vous aura plu quand même, et que vous allez pouvoir profiter de la saison 5 qui sort cette semaine. Je vous souhaite un bon visionnage, d'une belle détente aussi devant cette vidéo ASMR, et on se retrouve